Bonjour à tous. On va laisser un peu quelques secondes pour laisser rentrer les gens dans la salle. Donc, bien content de retrouver la communauté des rencontres off ce matin, en ce début février, pour une nouvelle saison qui débute. Donc, on tient ce genre de petit déjeuner-là une fois par mois pour faire vivre notre grande conférence, le Forum FinTech Canada, à travers l'année. Donc, on couvre une tonne de sujets sur les dernières innovations en FinTech. Parmi vous, il y a beaucoup d'habitués. Alors, merci d'être de retour avec nous ce matin. On a bien hâte de vous retrouver en personne, mais comme on le voit en ce moment, comme on l'a vu hier soir avec les annonces de François Legault, on va être encore en mode virtuel pour quelques temps. Donc, ce matin, on va toucher un sujet sur le développement des FinTech et l'échange FinTech entre la France et le Québec. Donc, à Finance Montréal, les échanges FinTech entre la France et le Québec, ça a toujours été quelque chose d'assez important. Historiquement, on a fait 3 missions commerciales à Paris, donc où on a organisé vraiment des groupes d'entreprises, tant des institutions financières que des startups FinTech, pour aller développer et explorer le marché en France. Donc, dans le contexte actuel, on ne peut plus organiser de missions commerciales traditionnelles, mais à Finance Montréal, on se dote quand même d'une façon de continuer ces efforts-là en mode virtuel. Donc, je vais en parler un petit peu plus à la fin de la rencontre, mais on annonce aujourd'hui le lancement du parcours numérique Québec-France en FinTech. Donc, c'est un programme d'aide aux entrepreneurs français et québécois pour explorer et valider leur entreprise sur le marché visé. Donc, je vais en dire un peu plus à la fin sur ce programme-là. Et sachez qu'on a aussi une séance d'information vendredi à midi pour connaître plus de détails. Donc, s'il y a des startups parmi vous qui sont intéressés potentiellement à participer à ce programme-là, je vous invite à vous inscrire à la séance de vendredi. Vous pouvez la retrouver sur le site web de la Station FinTech, donc stationfintech.com. Dans la section programme aussi, vous avez les détails du programme que je présenterai un peu plus tard et le lien vers le formulaire pour appliquer. La date limite est le 26 février. Bon, pour débuter la programmation d'aujourd'hui, je veux vous introduire à deux personnes, M. Luc Sirois, qui est innovateur en chef du Québec, et M. Jacques Deforges, qui est directeur général de Finance Montréal, qui s'entretiendront sur les corridors d'innovation Québec-France. On va revenir un peu plus tard avec Mme Anne-Claire Roux, de Finance for Tomorrow et mon collègue Florian Roule pour discuter des écosystèmes de finances durables au Québec et en France. Et finalement, je reviendrai avec Philippe Barrard et Cédric Garnetta, deux entrepreneurs qui ont vécu l'expérience d'exportation vers le Québec et la France. Donc, on va essayer de vous donner envie avec ça. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jacques et Luc. Alors, merci Mathieu. J'espère que la communication est bonne. J'ai éprouvé certaines difficultés ce matin, mais à tous égards, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Merci Mathieu. Et puis, même s'il commence à être un peu tard dans l'année, je vous pour 2021. Alors, c'est effectivement un très plaisir d'accueillir Luc. Bonjour Jacques. D'entrée de... Allô? Oui, bonjour Est-ce que Jacques. vous m'entendez? Oui, bonjour Luc. C'est ça. Je te voyais pas, ce qui était un peu difficile au début. Là. Je te voyais pas sur mon écran, mais là, je te vois très, très bien. Avec ton beau nœud papillon. Ça fait plaisir d'être avec vous parce que c'est un sujet tellement fascinant de dire pour tout l'univers de la finance en francophonie, de se donner une plateforme d'échange pour les entreprises françaises d'avoir accès au marché européen, mais par la langue française, par un beachhead ici en Amérique. Et puis pour les entreprises ici du Québec, d'avoir accès au marché européen par des collaborations avec nos cousins puis nos alliés de longue date en France, c'est une opportunité extraordinaire. Tout à fait. Alors, avant de rentrer dans la discussion, Luc, permets-moi de prendre quelques minutes quand même pour faire état de qui tu es. Une longue feuille de route, vous allez le constater. Donc, Luc, titulaire d'un baccalauréat en génie électrique, Université McGill, MBA de l'Université Harvard. Donc, dirigeant et entrepreneur très reconnu au Québec par le monde, notamment au niveau de l'innovation, grande implication en technologie numérique au Québec. C'est impliqué dans beaucoup de startups, organisations à but non lucratif, axées sur la jeunesse, la santé, la science, l'éducation.
Alors, il a fondé qui s'appelle Hacking Health et un accélérateur, un fonds d'essaimage en santé numérique, cofondateur de Resonant Medical maintenant qui s'appelle Electa Canada, une entreprise, et également vice-président chez TELUS Santé, Télésystème, Nightingale, gestionnaire en conseil stratégique chez McKinsey, rien de moins, et je crois BCG aussi, à la fois à Montréal, Toronto, Zurich, Paris. Et jusqu'à très récemment, c'est là qu'on a fait connaissance, directeur général de Prompt, qui est un organisme qui facilite la création de partenariats de R&D entre les entreprises et le milieu public en recherche et améliorer la compétitivité du Québec sur le marché des technologies de l'information. Et en août dernier, stratégique du ministre québécois de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, pour piloter le nouveau mode de valorisation de la recherche publique et voir la mise en place d'une structure qui fournira tous ces services-là pour les acteurs du milieu au Québec. Et plus récemment, un cadeau de Noël, il a été nommé en décembre 2020 comme innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil d'innovation du Québec nouvellement créé. Donc, toute une feuille de route, Luc, et ça m'amène à te poser une première. C'est quoi un innovateur en chef dans la vie de tous les jours? Et puis, pourquoi c'est important d'avoir un innovateur en chef au Québec? Et quels sont finalement les liens avec les entreprises, les startups là, qui sont le sujet de nos entretiens aujourd'hui? C'est bien gentil de faire état de ma feuille de route comme ça. Je pense qu'il y a un thème constant là, qui est celui de contribuer à faire du Québec une terre d'innovation. C'était une décision importante à l'époque quand j'étais à l'université Harvard. Comme Canadien, on se retrouve là-bas, ben, on est extrêmement convoité, les Canadiens, pour rester dans des entreprises américaines. C'est un marché en ébullition, Boston, la Silicon Valley, Seattle. Et puis, quelques Canadiens d'entre nous, étonnamment beaucoup en finance, ont décidé de revenir au Québec pour bâtir des entreprises ici qui pourront vendre à l'international, puis qui pourront créer les technologies ici, mais avec une visée internationale. C'est un peu ça le thème le thème du parcours professionnel, mais aussi l'objectif de l'innovateur en chef. L'innovateur en chef, ben, ça le dit, hein, c'est ça présuppose qu'il y a plusieurs innovateurs et innovatrices. Et au Québec, Jacques, toi, tu en es un. Dans Finance Montréal, on en retrouve plusieurs entreprises. On voit mon cas aujourd'hui, on va en voir d'autres. Sont les innovateurs, innovatrices, qui sont ceux qui inventent les services, solutions, produits qui font la réputation du Québec, qui créent la richesse ici, qui inventent les nouveaux modèles financiers, qui innovent dans ces secteurs-là. Ben, l'objectif ici pour ce gouvernement-là, c'est de mettre le feu aux poudres, je dirais, là, de s'assurer que ces innovateurs, innovatrices-là aient le vent dans les voiles, aient de l'ambition, de l'audace et qu'ils soient en plus grand nombre. Je pense c'est pas mal ça l'objectif. Et plus spécifiquement pour la finance, comment tu vois le rôle de l'innovation et de l'accélération dans ce secteur économique? Écoute, on sait qu'il est déjà très, très bouleversé, mais parle-nous de ça un petit peu. De plusieurs façons. Premièrement, et tu faisais allusion à l'entreprise que j'ai eu la chance de créer avec quelques collègues qui est en fait qui est un manufacturier d'équipements pour la radio-oncologie. Et les entrepreneurs dans le domaine médical, c'est étonnant, hein? Mais un des secrets importants pour réussir dans les technologies médicales, c'est une compréhension fine de l'aspect financier de la chose. Donc, l'innovation financière, elle est à la base de tout. Et un entrepreneur qui n'est pas équipé avec des notions comme celle-là, ben, va manquer le bateau dans des domaines comme celui du... En fin de semaine, j'étais avec les fondateurs de la ferme d'hiver. Ben, étonnamment, les fondateurs de la ferme d'hiver, ce n'est pas des agronomes ou des agriculteurs. C'est des gens de technologie de l'information, des gens de marché agroalimentaire, des gens de l'IA dans le secteur de l'IA, mais qui appliquent ce savoir-faire-là dans un secteur agroalimentaire. Et une des innovations qui permet à une ferme d'hiver de pouvoir fonctionner, c'est l'innovation financière. C'est la capacité de développer des nouveaux modèles financiers, des nouvelles façons de financer les actifs, financer les investissements requis pour opérer non pas une start-up qui n'est que logiciel,
mais qui est tout un pôle d'infrastructures déployées à travers le Québec et qui va remplir des contrats. Grâce à la technologie, par exemple, on arrive à mieux prévoir la production. Donc, tout le domaine de l'achat de contrats, de vente à contrat des productions dans l'agroalimentaire, dans les secteurs classiques, ça change la donne et ça permet de créer des entreprises qui vont être profitables. Ça, c'est tout un aspect donc, de l'innovation au point de vue des modèles financiers. Et ensuite, peut-être l'innovation au point de vue de l'offre des services financiers, puis dans la création de nouveaux services financiers. On le voit, il y a mille et une possibilités de mieux servir la population, de mieux servir sa clientèle et de travailler sur des offres créatives. Mais il y a aussi des façons de développer des nouveaux créneaux complets. On va parler aujourd'hui d'innovation de finances responsables. Eh bien, on va aussi parler de l'usage de l'intelligence artificielle pour permettre aux Chief Financial Officers, aux décideurs de piloter correctement leur entreprise. Il y a mille et une possibilités de créer ça de façon durable et responsable et de créer un nouveau domaine par cette collaboration entre le Québec et la France. Précisément, as-tu en tête quelques histoires à succès de collaboration entre les institutions financières et les startups? Du côté de la France et du Québec, beaucoup, moi personnellement, je suis du secteur des technologies de la santé. Et puis, je pense que le Centre Jacques-Cartier, les entretiens Jacques-Cartier ont établi depuis des décennies un pont, une collaboration. On travaille donc en communauté beaucoup entre les pôles d'innovation en santé avec Lyon. Et ce forum-là s'ouvre maintenant aux innovations financières, aux startups, à des approches de financement de l'innovation aussi, des collaborations, beaucoup d'opportunités de création de fonds de capitaux de risque plus performants, plus créatifs, qui sont issus. On pense à Théodorus, on pense à d'autres fonds de cette collaboration France-Québec et qui donne un éventail de possibilités beaucoup plus grand. On pense à la collaboration avec tout l'écosystème de Besançon, qui est une région de la France en Bourgogne-Rhône-Alpes qui permet Bourgogne-Franche-Comté, Lyon, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, mais en Franche-Comté, il y a toute une industrie qui se réinvente au niveau de la microtechnique et la collaboration s'établit aussi. La région de Strasbourg, avec tout le Grand Est, des nouvelles collaborations au niveau de la cybersécurité, avec l'île, entre autres, aussi, qui s'avance beaucoup dans le secteur de la cybersécurité. C'est sûr que pour les Québécois, le marché de Paris, puis j'ai hâte d'en entendre parler aujourd'hui avec notre invité, le marché de Paris, c'est très complexe. Hein. En fait, c'est un univers, c'est un pays en soi. Donc là, il y a des collaborations aussi qui sont en train de s'établir. Alors, finalement, pourquoi est-ce qu'on parle d'un corridor naturel entre le Québec et la France? On développe ici des technologies à la base qui sont francophones. Les marchés du côté des systèmes d'information, naturellement, vont permettre un usage commun de ce côté-là. C'est toujours difficile de percer un marché américain, étonnamment, même si on est très proche. Mais par contre, le marquage CE, le marquage européen, les normes européennes, pour nous, sont une étape naturelle entre les homologations canadiennes et les homologations européennes. Et donc, cette compatibilité-là naturelle avec le marché européen comme premier marché pour les développements des entreprises québécoises et canadiennes, ça crée un terreau fertile d'échanges naturels puis d'établissement des premiers marchés. À l'inverse aussi, cette façon-là pour les créateurs, innovateurs dans le secteur de la finance, de la FinTech de France, de pouvoir s'acclimater à une réalité différente. Et puis, pour l'anecdote, moi, mes amis collaborateurs du côté des pôles d'innovation de Lyon, par exemple, qui viennent ici en mission à leur tour ou les métropoles, le maire de Lyon, le maire de la métropole de Lyon qui vient ici. Pour nous, on est très européens, mais pour eux, on est ultra-américains. Oui. Alors, ça m'étonne toujours de les entendre dire ça, mais c'est un fait. Mon livre, le livre de Jean-Marc Léger qui s'appelle Le Code Québec, que je recommande fortement à tous les Français de lire parce que ça établit très clairement que évidemment, les Québécois sont un tiers américains, un tiers français et un tiers britannique.
Et c'est pour ça que finalement, il y a un terreau fertile parce qu'on est un petit peu des Américains, mais on est un petit peu des Européens aussi. Et je m'en voudrais de ne pas lancer un appel à l'établissement au Québec et à Montréal. Moi, j'y suis depuis de nombreuses années, mais on est un terreau fertile et une très, très belle tête de pont pour percer le marché nord-américain. Vous êtes à 1 heure de vol de Toronto, donc vraiment un bel C'est endroit. intéressant que tu amènes la dimension britannique parce que j'ai eu la chance, moi, justement, dans mon parcours, de travailler, d'être appelé à faciliter la fusion entre Kingfisher et Castorama en France. Donc, Kingfisher, qui est le champion du domaine de la Mhm, rénovation mhm, dans le Royaume-Uni, et Castorama, qui est le grand champion du do-it-yourself, qu'ils appellent en France, et donc propriétaire aussi de Renault Dépôt. Et, mhm, donc, et c'est étonnant comment, en fait, c'est des Canadiens, des Québécois qui ont été appelés pour faciliter mhm, l'intégration des équipes à cause de la mhm, dualité culturelle, mais aussi à cause de l'esprit latin on est des négociateurs assez forts, des personnes qui ont l'expérience de négocier pour des grands volumes et d'être capable de mettre en place des nouvelles structures justement pour conquérir des continents. Donc, étonnamment, mhm. notre expertise dans ces secteurs-là permettait dans ce cas-là de grandes fusions une meilleure compatibilité, un meilleur rapprochement, tant des Mhm. façons de faire que de la culture. Ouais. Écoute, Luc, pendant que tu me parles, et on pourrait passer des heures à se parler, on me bombarde de messages pour dire que malheureusement, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. J'aurais le goût de t'entendre parler de comment la technologie peut servir la cause de la finance durable, des grands enjeux ESG, mais je suis certain que nos panélistes vont aborder la question aussi. Ben oui, ça Donc, serait un sujet que vous avez développé. Puis, à un moment donné, il faut se revoir pour parler de Boomerang, parce que toi, Jacques, tu es un des innovateurs qui a un parcours extraordinaire aussi, dont à Boomerang, cette entreprise là, dont justement, c'est un exemple où la réussite de Boomerang, oui, c'était de la technologie de suivi des véhicules, mais surtout, c'était un modèle financier ancré dans la finance c'est vrai. créative reliée à l'assurance et à C'est la vrai. baisse des coûts. Et ça, justement, c'est le meilleur exemple. Fait que toi-même, Tout à tu fait. pourrais nous en parler Ah pendant ben, écoute, longtemps. merci. Je l'avais presque oublié, mais effectivement. Mais écoute, merci de tes bons mots, Luc. C'est passionnant. Alors, j'espère que nos auditeurs ont apprécié ce petit quart d'heure parce que c'est trop. Ben oui. Le prochain rendez-vous, Quoique, là, c'est qu'au Québec, on prend les prochains mois maintenant pour tout l'écosystème réfléchir à ce que sera notre stratégie québécoise de recherche et d'innovation pour les prochaines années. Alors, je vous invite à tous commencer à y réfléchir parce que vous serez appelés à contribuer vos meilleures idées et le secteur de la finance, le secteur de la fintech, le secteur de la cybersécurité pourrait avoir des bonnes idées à contribuer là-dessus. alors, avant de repasser la parole à Mathieu, je pense que tout le monde a constaté qu'on a un nouvel ami. C'est Luc Sirois, innovateur en chef du Québec. Et donc, Mathieu, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Jacques, et merci beaucoup, Luc, d'avoir souligné aussi quand même le parcours d'innovation de Jacques. Jacques, qui est directeur général de Finance Montréal depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. On va passer au prochain volet de l'événement. Donc, vous allez voir qu'on a de la suite dans les idées. Alors, on parle d'un programme d'innovation en FinTech, mais on touche aussi, comme vous avez remarqué, le volet finance durable. C'est parce que la première cohorte du PNQF, celle qui va avoir lieu ce printemps, va être vraiment dédiée à des entreprises FinTech en finance durable. Donc, qui développent des solutions technologiques liées aux enjeux ESG. Mais pour discuter de ces sujets-là et des écosystèmes français et québécois, j'appellerais Anne-Claire à ouvrir sa caméra, s'il vous plaît. Et c'est mon collègue Florian Roule, qui est directeur principal de la stratégie à Finance Montréal et responsable des initiatives en finance durable. Donc, et Mme Anne-Claire Roux, qui est directrice générale de Finance for Tomorrow. Alors, je vous laisse la parole. Merci Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Salut Anne-Claire, ça va bien? Salut Florian, merci à tous. Tu as vu, j'ai réussi à mettre mon bon fond d'écran. C'est pour ça que Ah. j'étais un peu en retard. En effet, écoute, c'est vraiment un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le cadre de cet événement de lancement du parcours numérique Québec-France.
Luc et Jacques ont mis la table sur la coopération entre nos deux nations, les liens technologiques, les liens d'innovation. Puis c'est pour moi un très très grand plaisir de discuter aussi avec toi de quelque chose qui est extrêmement important, c'est les enjeux qui sont reliés à la transition écologique, les enjeux de durabilité, les enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance et la convergence de ces écosystèmes de finances durables et de technologies financières entre le Québec et la France. Finance for Tomorrow, vous êtes une organisation extrêmement présente sur la scène française, européenne et internationale. On a vu au cours des dernières années, avec la pandémie, ce réel momentum, cet engouement croissant, exponentiel pour les enjeux reliés à l'investissement responsable, à l'investissement d'impact, etc. Plusieurs acteurs se positionnent et affirment leur leadership là-dessus. Finance for Tomorrow est l'un d'entre eux, mais peut-être pour le bénéfice de tous aujourd'hui qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous présenter brièvement qui vous êtes et ce que vous faites? Oui, merci Florian. Bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Effectivement, en quelques mots, déjà, je peux que rejoindre le constat que tu as fait. C'est évident que, bon, en plus avec la pandémie, le Covid, on voit bien aussi que le lien entre pression sur la biodiversité, questions de santé, sociétale, tout ça, environnemental, tout ça est extrêmement lié. Mais c'est vrai que nous, on a eu depuis de longue date une implication de beaucoup d'acteurs sur les questions ESG, mais surtout, on a été en 2015 le pays hôte de l'accord de Paris qui porte notre nom et donc qui nous donne aussi, de par ce fait même, une grande responsabilité. Et à cette occasion, on a organisé le premier Climate Finance Day. Aujourd'hui, on a organisé la 6e édition fin 2020. Et donc, cet événement a été vraiment l'événement rassembleur du secteur financier au niveau international à Paris sur les premières, notamment, annonces de sortie du charbon dont on a beaucoup entendu parler, mais surtout qui ont été une vraie prise de conscience sur le fait que le secteur financier avait un rôle à jouer, que risque climatique égale aussi risque financier et pas juste extra-financier, mais vraiment risque financier. Donc ça a été un des premiers points. Et puis surtout, fait important, l'accord de Paris dans son article 2 nomme pour la première fois aussi le rôle que le secteur financier a à jouer dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris et donc ce besoin massif de réallouer les capitaux, shift the trillions en bon franglais, pour rediriger les capitaux qui existent déjà vers des projets à impact positif pour la planète. Et donc, toute cette dynamique nous a amené en juin 2017 à créer Finance for Tomorrow, qui est donc une branche de Paris Europlace. Paris Europlace, que peut-être certains connaissent déjà, qui est vraiment l'organisation de promotion de la place financière de Paris. Et donc, aujourd'hui, Finance for Tomorrow, c'est la branche dédiée à la finance durable. On a à peu près 80 membres. On anime et on fédère un écosystème d'acteurs financiers, de banques, d'investisseurs, d'entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, des think tanks, des cabinets de conseil, des agences de notation, aussi le WWF. Donc vraiment, on essaye d'être cette plateforme pour fédérer l'ensemble des acteurs français et puis du coup animer cet écosystème, produire des outils, du contenu pour aider à transformer les pratiques et bien entendu pouvoir aussi jouer ce rôle d'ambassadeur, on va dire, au niveau plus international pour pouvoir promouvoir et aider à développer ces sujets. Excellent, merci beaucoup. Je pense qu'il y a certains points très intéressants que tu as amenés avec la réallocation des flux de capitaux vers la transition énergétique, écologique, des modèles beaucoup plus durables, plus soutenables, résilients. On le voit, les facteurs sont extrêmement nombreux là-dedans. On peut parler de la réglementation, on peut parler aussi de la volonté des acteurs économiques. Les modèles, ils doivent se réinventer. Puis dans ce contexte, quel rôle tu vois aux fintech, aux technologies financières, finalement, dans la redéfinition de cette équation qui peut paraître un peu complexe, mais quelle contribution l'innovation et les entrepreneurs technologiques qu'on a dans ce domaine-là peuvent apporter comme pierre à l'édifice? Bah, écoute, c'est vrai que, a priori, c'est pas, un lien logique et même nous, on va dire que parmi nos membres, quand on a dit qu'on voulait aussi travailler sur les sujets de fintech et d'innovation pour la transition écologique, ça n'a pas été forcément, évident pour tout le monde et en fait, pour nous, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'on est à une période charnière en termes de transition et que les 2 grandes transitions qu'on a face à nous, c'est la transition digitale
et la transition écologique et même, j'allais dire, presque sociétale dans son ensemble maintenant. Et donc, ça nous paraissait assez évident, en fait, de faire des ponts entre les deux, puisque nous aussi en France, et je pense que ça peut être aussi un parallèle qu'on peut faire avec le Québec, mais on avait un écosystème de fintech déjà très vif qui existait déjà à Paris et cet écosystème de la finance durable. Et donc, on s'est dit pourquoi ne pas rapprocher les deux, puisqu'en réalité, pour répondre à ce besoin de shift the trillions, on a besoin d'engager les grandes banques, les grands investisseurs mondiaux dans ces questions de réallocation. Mais du coup, on a aussi besoin d'innovation technologique, d'innovation financière pour trouver aussi des solutions sur ces questions-là. Et donc, concrètement, l'idée que nous, on a eue de se dire, voilà, il peut y avoir des ponts à créer, c'est apparu aussi sur des sujets très précis de justement, quand on parle de réallocation des flux, on a besoin de transparence. Et donc, on peut aussi avoir des outils grâce à la technologie financière qui peuvent répondre à ces besoins de transparence. On a aussi besoin de mesurer l'impact pour favoriser aussi ce qu'on appelle l'additionnalité des projets écologiques. Et donc, dans cette mesure d'impact, on a aussi besoin d'outils, et souvent d'outils technologiques qui peuvent aider à cette mesure. On a aussi besoin de faire se rencontrer l'offre et la demande de financement, y compris sur la question, par exemple, de l'épargne des particuliers. Et là, on peut imaginer plein de choses. Je pourrais peut-être revenir un peu plus dans le détail sur des exemples concrets, mais tout ce qui est plateforme technologiques aussi peuvent permettre de faire se rencontrer cette offre et cette demande qui existent, mais qui n'ont pas forcément les bons canaux pour se rencontrer. Et puis, de manière plus globale, rendre aussi accessible le système financier, pouvoir mobiliser l'épargne sur le long terme. Et donc, on voit qu'effectivement, on peut avoir tout un tas d'outils, de solutions qui peuvent favoriser ça. Et peut-être un point rapide, parce que tu as évoqué aussi la question de la réglementation. C'est vrai que nous, en France, on a la chance d'avoir, je crois que la question du terreau fertile a été évoquée. Nous, on a un terreau fertile, on va dire réglementaire, ce qui n'est pas non plus hyper commun parce que on n'est jamais très favorable à plus de réglementation. Mais c'est vrai qu'en France, on a deux grands exemples qui sont l'article 173 qui a été mis en œuvre en 2015 et qui a vraiment en fait donné une sorte d'avantage compétitif en obligeant les investisseurs à faire du reporting sur l'impact climatique de leurs investissements. Et puis, on a un label de financement participatif qui existe aussi en France et qui réunit plus de 25 plateformes qui s'engagent à lever des fonds pour des projets durables. Et donc, en fait, cette réglementation a été d'une certaine façon un peu innovante et a aussi favorisé du coup l'innovation. Et ça a permis notamment de pouvoir favoriser des projets comme je l'ai un peu évoqué, mais les plateformes de financement participatif sont, on va dire, la partie plus émergée de l'iceberg qu'on connaît peut-être le plus parmi les différentes solutions. Et on a, par exemple, je vous invite à aller sur leur site si vous ne les connaissez pas, des plateformes comme lita.co en France qui vraiment ont permis de pouvoir financer des petites et moyennes entreprises, mais avec un impact vraiment tourné sur les questions environnementales, mais aussi sociales. Tu exprimes extrêmement bien, je trouve, finalement la diversité qu'on trouve dans le croisement fintech et finance durable. Tu disais que le lien pour les institutions financières qui participent à Finance for Tomorrow n'était pas nécessairement inné et facile à appréhender, mais au contraire, on voit qu'il y a une vraie richesse, il y a une vraie diversité. Tu parles de transparence, de gouvernance de données extra-financières. J'entends parler de plateformes de financement participative, de mobilisation de l'épargne à travers des solutions technologiques. Puis d'ailleurs, on aura le plaisir tout à l'heure avec Mathieu d'entendre Philippe Barrard, qui est le fondateur de Moka. Moka, c'est une solution fintech qui permet finalement de faire un peu de la nano-épargne et de réallouer quand on arrondit, par exemple, une dépense au cent supérieur, ce cent-là, on peut l'investir dans des produits de placement et notamment des placements verts. Donc, on voit que ce lien… une technologie très concrète. On part d'une technologie financière, mais qui permet de répondre à des problématiques qui peuvent être environnementales ou sociales.
Et donc, finalement, on a une véritable forêt de fintech durable qui se cache derrière cet arbre-là. Et est-ce un peu la raison, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant que vous avez mis en œuvre, c'est le challenge fintech de Finance for Tomorrow. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus au niveau des objectifs que vous recherchez avec ce Oui, challenge-là? avec plaisir. Ben, justement, en fait, il y avait ce double objectif de déjà montrer en fait le besoin en fait de raccrocher innovation digitale et transition digitale plus exactement et transition écologique et donc d'identifier déjà des projets, mais du coup d'encourager aussi parce que quand tu lances un concours avec un financement, un prix derrière, ça encourage aussi les esprits innovants à peut-être créer des solutions. Et puis, il y avait aussi cet autre point quand je vous disais en début, effectivement, que ce n'était pas évident pour nos membres, mais il y a aussi quand même, du coup, nos membres ont besoin de ces outils, peuvent les utiliser, être des utilisateurs, mais peuvent être aussi financeurs de ces solutions-là. Et donc, ce besoin aussi de se dire, on peut faire se rencontrer aussi et du coup, accompagner et soutenir en fait le développement de ces fintechs. Le challenge, on l'a lancé dès la création de Finance for Tomorrow. Donc, aujourd'hui, on en est à la 3e édition maintenant. On a le soutien de l'ADEME en France, qui est l'Agence de la transition écologique, et de Climate Kick, qui est un organisme européen qui est présent dans tous les pays de l'Union européenne et qui finance l'innovation en faveur du climat. Et donc, ça nous a vraiment permis de faire une connexion entre les différents acteurs de marché, bien entendu nos membres, les investisseurs, les financeurs, mais aussi les acteurs de l'innovation, vraiment l'écosystème de l'innovation en fintech à Paris, qui n'était pas forcément aussi pour la plupart d'entre eux, peut-être qui très positionné sur cette question des enjeux ESG, et puis bien entendu les porteurs de projets innovants. Donc vraiment, ce qu'on veut promouvoir avec le challenge, c'est cette approche partenariale. Et puis on a aussi lancé depuis 2 ans maintenant un volet international pour aussi valoriser. Donc, ça peut aussi faire le lien, j'imagine, y compris avec le programme qui est lancé chez vous aujourd'hui, pour valoriser aussi des startups étrangères et les aider à mieux comprendre et appréhender l'écosystème français. Mais donc, d'ailleurs, peut-être pour être un peu plus concrète et sans prendre trop de temps, je me disais, parce que ça fait écho à ce que tu disais quand en plus tu disais c'était l'arbre qui cache la forêt, je trouvais que c'était une très bonne transition pour vous donner un exemple ou deux. Cette année, le lauréat du challenge, c'est Ecotree, qui est une plateforme digitale qui permet aux citoyens d'investir leur épargne dans le reboisement de la forêt. Et donc, qui considère l'arbre comme un actif en tant que tel. Et donc, tu peux investir ton épargne et ton argent pour reboiser la forêt. Mais on a aussi une plateforme qui s'appelle Vilis, qui permet de relier collectivités, de combiner les financements bancaires et citoyens pour accompagner les projets qui sont financés par les collectivités territoriales et qui donc ont un ancrage local. Donc, tu finances avec ton argent un projet qui peut être autour de chez toi, mais un projet qui a un impact social et environnemental. Et enfin, le lauréat de cette année sur la partie internationale, c'est Greenomy, qui est une RegTech du Luxembourg, donc pas très loin de chez nous, et qui, eux, aident les acteurs français, enfin français même de manière plus large, parce qu'ils ont une dimension internationale, mais en tout cas, je pense que ça va beaucoup aider nous en France, les acteurs, à pouvoir se conformer à la nouvelle taxonomie de l'Union européenne. Et donc, on voit parmi ces 3 exemples la diversité en fait de ce que vraiment l'innovation sur les questions de finances durables peut réellement apporter. Encore une fois, on a des innovations de technologies financières très spécifiques, mais qui répondent à des besoins eux-mêmes très spécifiques sur les questions de transition. C'est passionnant. J'aimerais avoir plus de temps pour qu'on puisse continuer cette conversation. Je pense que Luc a continué à nous écouter attentivement. Avec le Challenge FinTech, je pense qu'on a pas mal de choses qu'on peut ramener ici et Il y a une de conclusion soutenir que je tire de l'innovation. ce que Anne-Claire nous dit, c'est justement, et les exemples qui sont donnés, les exemples que toi tu amènes, Florent, c'est une créativité constructive au lieu de se limiter au statu quo. Puis on va le voir avec l'exemple de Moka comme startup, avec des exemples d'entreprises comme Herosoft qui se réinventent. Il faut penser à l'infinité des possibilités. Anne-Claire nous en donne plein d'exemples pour créer des services qui font la différence en finances durables et qui peuvent avoir un impact qu'on n'aurait pas pensé si on n'avait pas fait preuve de créativité.
Absolument. Et justement, donc, je vais remercier chaleureusement Anne-Claire pour ton partage, de ton temps. Définitivement, c'est la première étape d'une longue collaboration dans la création d'un corridor FinTech durable entre le Québec et la France. Donc, très heureux de pouvoir collaborer avec toi, ton équipe et ton organisation. Plaisir partagé. Félicitations à vous pour cette brillante initiative aujourd'hui et ravi de pouvoir prolonger ça. Mathieu, je te laisse la parole. Merci Florian, merci Anne-Claire et merci Luc pour cette intervention improvisée. Ça ajoute beaucoup de dynamisme, j'aime ça. Donc, prochaine partie de l'événement, je vais inviter Philippe Barrard et Cédric Garnota à ouvrir leur caméra. Donc, on a avec nous ici deux entrepreneurs qui sont en train ou qui ont exporté leur entreprise du Québec vers la France ou de la France vers le Québec. Donc, Cédric est fondateur et directeur général de Datalog Finance, est au Québec depuis quelques mois et est un tout nouveau locataire à la station FinTech. Et Philippe Barras, c'est le PDG et fondateur de Moka, une start-up FinTech quand même bien connue à Montréal maintenant et qui s'est lancée en France il n'y a pas si longtemps. Donc, messieurs, merci beaucoup de vous joindre à moi ce matin. Le but du programme qu'on lance aujourd'hui, c'est de supporter des entrepreneurs comme vous. Donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas passer à côté de la discussion avec des gens qui l'ont expérimenté. Donc, je vais commencer par vous demander, je vais peut-être commencer avec Phil. Donc, juste de présenter un peu ton entreprise, puis nous dire un peu depuis quand tu t'es lancé en France. Good morning, everyone. My name is Philip Baer. I'm the founder and CEO over at Moka. Interestingly enough, I'm an American who moved to Montreal to launch a company over in France. So I'm going to do my part here in English. I'm not completely fluent in French, but happy to answer any questions you guys may have. Overall, Moka is a fintech platform that allows Canadians to achieve their financial goals in a simple and easy way. I think Florian talked a little bit about it before, but we connect with your existing credit and debit cards, round up your purchases to the nearest dollar, take the spare change, and put it into a fully managed investment account. We've quickly become the largest saving investing platform in the Canadian marketplace, and we're really excited about our expansion over to Europe. I think that's why we're all here to talk about that today. So we'll talk a little bit about some of the challenges we faced, how the pandemic impacted our business as we were trying to launch a new country, the timing around when it makes sense to go international, and some of the lessons learned. So really excited to share that with everyone here. Merci beaucoup, Phil. Donc, pour les gens de la France qui seraient avec nous, vous avez tout le Montreal flavor ici. Donc, on mélange le français et l'anglais. Alors, ça fonctionne bien. Alors, Cédric, pourrais-tu te présenter et ton entreprise, s'il vous plaît, puis nous dire depuis combien de temps tu as débuté tes démarches d'exportation au Québec? Alors, Datalog Finance, c'est une entreprise qui a été créée en 1997 par Imad Ben Mariem, qui est son fondateur principal. Moi, je l'accompagne ici sur la partie canadienne. Il était parti au départ du constat que les entreprises et les banques à l'époque fonctionnaient un peu de manière un petit peu préhistorique. Elles s'échangeaient des ordres de paiement par papier, par bande ou disquette. Pour ceux qui n'ont pas connu la disquette, ça rappelle quelques bons souvenirs. Et en créant un logiciel qui permettait de faire la connexion entre les banques et les entreprises pour pouvoir accélérer les moyens de paiement et détecter, puis surtout connaître la position. On parlait tout à l'heure de financement, de placement, etc. Mais aujourd'hui, le principal enjeu des grandes entreprises et des entreprises en général, c'est de connaître leur position de trésorerie, éviter de tirer sur des crédits pour pouvoir faire des placements, si possible sur des supports durables. Et justement, c'est ce que Datalog Finance et son logiciel Treasury Line fait. Nous avons donc décidé de l'installer maintenant ici à Montréal, après Singapour, de se lancer ici maintenant à Montréal. Et donc, moi, j'accompagne Imad à deux. On essaie de faire en sorte que ça s'installe ici et que ça démarre au Canada. Et je fais partie de ces entreprises françaises qui ont compris, comme ça a été dit tout à l'heure par Luc et Jacques, que si on veut réussir en Amérique du Nord, il faut commencer par le meilleur endroit pour démarrer, c'est-à-dire au Québec, et en particulier à Montréal. Donc, on est arrivé ici, moi, au mois de juillet, parce que mon épouse a été expatriée, ça tombait bien. Et puis on a démarré l'entreprise ici le 20 novembre dernier. Donc, on est tout neuf, tout chaud et bien accueilli par nos amis montréalais et québécois. Bon, bien content que tu te sentes accueilli. Merci d'être là avec nous ce matin. Phil,
première question, pourquoi la France? J'imagine que ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas lancé un dard sur, sur un tableau pour déterminer. Je me rappelle déjà que tu m'as présenté un peu la démarche derrière l'exploration de marché. Peux-tu nous dire pourquoi c'est vers la France que tu as décidé de t'exporter en premier? So first of all, we had a chance to explore the French market through the Finance Montreal FinTech mission that we did to the Paris FinTech Forum, and got a good grasp of the landscape. So if we take a quick step back, ultimately what's driving our product strategy is tackling underserved markets with proven product that thrive in their respective markets. Ultimately, it's a path to 100 million annual revenue that's driven by 2 million customers on the platform. And if you think about getting to 2 million customers, it's difficult to be able to do that in one local market without throwing tons of good money after bad, right? You have to be able to maintain your unit economics and your economies of scale at the right pace. So for us, we needed to expand our total addressable market. So for us, we took a global view of what that looked like. Some of the things were, what does the fintech infrastructure look like? What does the banking regulatory infrastructure look like? Customer adoption. If you think about Africa, it'd be quite difficult for us to take our existing product and localize it to their local markets because they went straight from a cash economy to a mobile economy, skipping the traditional banking infrastructure. So for us, we wanted to find somewhere that was interesting. The European market's twice the size of the US market. The competition's low. And there are barriers to entry that people from the UK don't go to the EU because of the cultural kind of barriers. But you know what? We're from Montreal. We're multilingual in our DNA. It's a barrier to entry that we're willing to tackle. So that's why we're quite excited about Europe overall. Germany actually ranked a little bit higher, but because of the team, we had a lot of the product team from France, a lot of our engineers were from France. We felt like we knew the market quite well. We wanted to de-risk entering the European market. So we used France as a first location to tackle. It was still a tier one market in the EU. And we thought we had the expertise to be able to tackle it and de-risk it, to be able to plant a headquarters for the rest of Europe as we go and tackle that market. So essentially, long story short, took a global analysis, competition's low, barriers to entry are ones that we're willing to tackle, and the familiarity with the market works really well. Merci, Phil, de nous souligner tous ces avantages d'exporter vers la France. Puis, comme Phil le souligné, à travers une des missions FinTech de Finance Montréal, qui a commencé aussi à explorer le marché. Donc, on est toujours content quand ça a des impacts dans la vie des entrepreneurs. Puis, c'est ça aussi l'objectif du programme numérique Québec-France qu'on lance aujourd'hui, donc de permettre à d'autres entrepreneurs de découvrir le marché français. Et espérons-le de finir par s'exporter comme Phil l'a fait. Cédric, toi, pourquoi le Québec? Tu nous l'as un peu dit au départ, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont motivé ce choix-là? J'ai envie de dire, à la limite, la question est un peu étonnante parce que je la formulerai autrement, c'est pourquoi est-ce que Datalogue serait allé ailleurs qu'au Québec? Il n'y a strictement que des avantages à s'installer au Québec en général et à Montréal en particulier. Parce que exporter, s'installer en Amérique du Nord, pour nous, Européens et Français, c'est soit un rêve, soit un vrai challenge. Hein. Je vois encore beaucoup de sociétés françaises qui voudraient d'abord démarrer à New York, à San Francisco, à Chicago, et trouver à force du temps que c'est un peu difficile à cause de la langue, à cause de la culture des affaires, à cause de la manière de travailler, voire du risque juridique qui est souvent très négligé par les sociétés françaises qui vont aux États-Unis et qui est tellement important là-bas et qui peut justement être un vrai problème. Alors qu'au Québec, ce n'est pas vraiment les États-Unis, mais comme ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas non plus la France. Nous partageons bien sûr une bonne partie de la langue qui est commune, mais elle a ses nuances et notre culture est aussi différente, que ce soit au quotidien ou pour les affaires. Et en ce sens, s'adapter à cette culture des affaires en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus facile ici au Québec qu'en allant directement aux États-Unis. Et je conseillerais à toutes les entreprises françaises qui veulent démarrer de venir ici. En plus, un gros avantage, c'est qu'en travaillant avec les Québécois et les Canadiens, on travaille avec des gens qui connaissent très bien les Américains, beaucoup mieux que nous quand on arrive ici. Donc pour moi, c'est une force. Parce qu'ici au Québec et à Montréal en particulier, une FinTech trouvera toutes les ressources dont elle a besoin pour pouvoir se développer, pour préparer son adaptation au marché nord-américain, pour réussir sa démarche ensuite dans le reste du Canada anglophone, pour nous francophones, et ensuite aux États-Unis.
Et en plus, Montréal, pour moi, c'est une capitale que je trouve technologique qui est reconnue dans le monde en intelligence artificielle, en fintech, etc. C'est un melting pot de culture, une vraie capitale à l'échelle mondiale. Franchement, on se sent très bien ici. Pour une famille qui est expatriée, c'est sensationnel. Et je pense que l'entreprise française doit se poser la question quand elle envoie quelqu'un ailleurs qu'en France et en particulier en Amérique du Nord, où est-ce que je l'installe, la famille, pour qu'elle n'ait pas envie de revenir au bout de 6 mois. Bon, si on n'a pas trop peur de l'hiver, Montréal, c'est un endroit magnifique pour y vivre. On est à 1 heure de la nature. Quand il neige, c'est beau, on se croirait à Noël tous les jours, c'est quand même magnifique. Quand il fait beau et qu'il y a de la neige, on se croirait en Provence et en même temps dans la neige, c'est quand même fantastique. Bref, c'est tout ce qu'il faut ici se trouve à Montréal, en plus de la culture. Et puis enfin, je conclurai ce point-là en disant, si Ubisoft et OVH se sont installés à Montréal et sont toujours à Montréal et ont démarré à Montréal et pour aller ensuite en Amérique du Nord, ce n'est pas pour rien. Donc, je pense que si eux ont réussi, il n'y a pas de raison qu'une autre fintech française ne réussisse pas de la même manière. C'est bien de souligner aussi les facteurs humains aussi, qualité de vie, hein, parce que ça implique des fois des déménagements outre-mer, etc. On implique d'autres personnes autour de nous là-dedans. Donc, merci de souligner ces facteurs-là qui, à Montréal, je pense qu'on se démarque bien. Mis à part le froid, pour ceux à qui ça fait peur. Donc, Phil, je reviens à toi. Peux-tu nous parler de quel ça a été un des challenges principaux que tu as eu dans tes démarches d'exportation? Je pense que ça a quand même pris plusieurs années d'analyse avant d'ouvrir une structure puis d'embaucher des gens en France. Quels ont été les challenges que tu as traversés dans ces démarches-là? Yeah, it's a great question. So I think in fintech, there are large regulatory barriers that you have to overcome. In Canada, we got to market quickly by acquiring an asset management firm and being able to manage the relationship directly with the regulators. In Europe, we did the same thing. We ended up acquiring an asset management firm based in the Netherlands to be able to passport our license over to France. And we did that to be able to manage that piece. So finding the right go-to-market strategy was important. Having a good grasp of the competitive landscape is extremely important as well. There are a lot of local players that you may not be familiar with, but your customers are. So when your customers are tweeting at you, your competitors, and you don't know your differentiators, it's quite difficult. So you need to have a good, ear to the ground and understand ultimately what will make you successful and what factors influence your customer behaviors, right? So when you're launching a product there, you need to have a good lay of the market. And it's difficult because you can't just do discovery by going to your local coffee shop and talking to the person, around the corner. So there's some challenges there that you just have to overcome. And luckily, I was able to do some of that before the pandemic and get a good lay of the land when I was over in France. But as we continue to think about exporting through the rest of Europe, we're having difficulty thinking about who do we need to hire on the ground to help us be able to manage those things. I'm going to merge a quick point from the next question to this one, just in the interest of time here. But the difference was between pre and post pandemic. Pre-pandemic, you're building relationships. Post-pandemic, everyone went to a fully digital environment. So actually made it a lot easier for us to build relationships and networks via the internet and doing it online because everyone was doing it online, right? You're going from Zoom to Zoom. You're not the person who's coming in and asking you to do it. So you're integrating to their everyday way of life, which is the new way of life for everyone. And that actually accelerated our path to market. But one of the difficulties we had was being considered a second-class citizen. And whether this is from our US vendors or working with the partnerships in France, oftentimes we have difficulty when our users are having challenges with their products and services getting the right response times that we had. So one of the things I wish I would have known beforehand and would have liked to do before to make that happen is a path to escalation with our partners. So when something goes wrong and you're not there to be able to go and you don't have that dynamic and relationship the same way you may have with the local partners, how do you escalate and how do you resolve issues fast? And that's one of the things that we've learned in the past 6 months launching internationally. Merci pour cet insight. Puis aussi, on voit qu'il y a plusieurs façons de s'exporter, hein, comme Phil l'a dit, de trouver le bon go-to-market strategy, ça a été un des enjeux. Cédric, toi, tu es commencé au Québec depuis quelques mois seulement. Est-ce que tu as fait de l'exploration avant de venir t'installer ici? Puis, c'est quoi les challenges que tu as rencontrés là, depuis que tu essaies de développer Datalog au Canada?
Alors, oui, ça a été préparé en amont. J'ai la chance aussi d'être accompagné par le CIC, la Banque française, qui a son bureau de représentation à Montréal, qui nous a permis de mettre en contact avec pas mal de gens et en particulier d'ouvrir un compte ici au Canada. Ça paraît tout bête, mais c'est pas aussi évident. Il y a des codes de crédit. On peut pas dépenser de l'argent avec sa carte de crédit très facilement, surtout quand on n'a pas d'historique de crédit. Donc ça, c'est un élément fondamental et se faire accompagner, c'est une chose. J'ai eu aussi Simon Jacques de chez Finance Montréal que je connaissais d'une vie antérieure de banquier et comme lui, il était banquier aussi. On a travaillé ensemble et quand on a commencé à discuter de l'arrivée ici, il m'a présenté Finance Montréal, la station FinTech et les rencontres que j'ai fait, Mathieu, Victorien, qui nous ont permis de nous installer à la station FinTech. Enfin, on s'est entouré, notre avocat Frédéric Bureau, tout ça, ce sont des gens qui nous ont accompagnés. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, ici, au Québec, on peut compter sur les gens. Ça, c'est assez, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, je veux dire, des grandes difficultés, je n'en ai pas vraiment eu pour le moment à installer. On va rencontrer maintenant plutôt les entreprises parce que on vient avec un logiciel de gestion de trésorerie. On réfléchit aussi à des développements dans l'intelligence artificielle avec des sociétés québécoises peut-être. On travaille aussi sur d'autres sujets pour justement rendre la gestion de trésorerie encore plus efficace pour que les fonds soient investis au bon endroit. On en parlait tout à l'heure. Donc, on va rencontrer tout doucement nos futurs clients, nos futurs prospects ici localement. Et ça va être la base de notre travail à venir parce que là, on va avoir la rencontre culturelle entre les équipes françaises, les équipes québécoises. Et là, il y a pas mal de choses qui vont se faire, j'en suis persuadé. On va en découvrir des moments parce que les Québécois ont quand même une culture très différente de celle qu'on a en France. Il faut s'adapter un petit peu. On peut être le cousin, mais on peut vite se retrouver catégorisé comme maudit français si on ne fait pas attention à notre manière de faire, à notre manière d'être. Et quand on est ici, on est invité, on n'est pas chez nous, c'est comme ça. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Et donc, c'est tous ces moments-là qu'on va faire avec nos équipes françaises qui sont pour le moment en France et qui regardent de loin. Parce que la pandémie empêche quand même les échanges, qu'on le veuille ou non, c'est quand même pas facile. Et ce n'est pas les récentes annonces du gouvernement canadien et québécois qui arrangent les voyages entre de part et d'autre d'Atlantique. Bon, il faut avoir de la patience, mais encore une fois, ici, l'accompagnement, la préparation, connaître des gens, le réseautage, le 5 à 7 québécois qui n'a rien à voir avec le 5 à 7 français, fondamental. Il n'a plus lieu en ce moment et c'est bien dommage, mais il est fondamental de réseauter, de rencontrer les Québécois. En plus, l'avantage du Québec et des Québécois, c'est qu'ils sont foncièrement ouverts aux gens. Ils disent foncièrement, facilement oui. Il est facile de rencontrer un patron très haut niveau, etc., qui accepte l'entretien. Alors où en France, c'est beaucoup plus compliqué vu qu'il y a une armada d'assistants et d'assistantes qui empêchent qu'on atteigne la bonne personne. Ici, c'est beaucoup plus simple et on peut avoir une discussion franche avec les Québécois. C'est assez agréable. Je tiens à le dire. Donc, Hey, super. Mais je pense que tu le vends quand même très bien, le Québec, Cédric. Merci beaucoup. Puis ce que je retiens aussi des deux dernières réponses, c'est d'avoir des partenaires, des gens qu'on connaît sur le marché qu'on vise. C'est assez essentiel. Puis le PNQF, c'est beaucoup ça, dans le sens où on va accélérer votre mise en contact avec les partenaires sur le marché visé. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même ça, Phil, peut-être un dernier petit conseil d'amis pour des entrepreneurs en ce moment qui réfléchissent à s'exporter du Québec vers la France. Yeah, maybe not a funny story, but some friendly advice I can give about people thinking about launching internationally. In my view, there's a very small window of when you can actually take your company international. When you have 25, 10, 25 employees, your resources are so valuable and your core business is so fragile, you can't really invest in going international. You can't think about it because if you take those critical resources that you need for your survival and you're allocating them to projects that are not validated yet, you risk not only your international expansion, but you're also risking your core business as well. If you go too late, your company DNA is almost cast in stone. If you have 200, 500 employees and you're trying to launch internationally, you become really good at doing one thing. And the reason that you were so successful is driven in your company's core DNA. So if you don't find that small window between finding your product market fit and becoming too large of an organization that your success is already cast in stone, you won't be very successful in going international. Now, it doesn't say you can't do it if you're going too late. It's just a lot more costly and the stakes are a lot higher if you don't do it the right way. I think it's important to find how do you build international foundation in your DNA, your company culture, the types of hires that you do, the way that you're operating the business, the way that you're structuring logistics and management of international teams and locations and reporting and strategy. So
I challenge the entrepreneurs and people thinking about that to think about when does that time window start and when does that time window stop for you? Because you could wake up 5 years later and your company could be somewhere completely different than the vision you had for it originally. Merci encore une fois, Philippe. C'est certainement des conseils qu'on va transmettre aux entrepreneurs de la prochaine cohorte du PNQF s'ils ne sont pas là avec nous ce matin pour les entendre. Cédric, un petit mot de la fin, un conseil d'amis pour les entrepreneurs français qui penseraient à venir s'installer au Québec? Bah, de préparer, de s'entourer des bonnes personnes pour vous accompagner ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, existe en France plein d'organismes franco-québécois ou que français qui accompagnent les fintechs. Il y a plein d'incubateurs en France. Moi, je suis lillois et lillois de cœur et je resterai lillois jusqu'à la fin. En particulier à Lille, il y a Euratechnologie pour ceux qui sont là-bas. Et Euratechnologie, il y a plein de choses qui se font, mais à Strasbourg, à Lyon, ça a été dit, à Paris, le Swave, il y a plein d'endroits où justement il y a des gens qui vous accompagnent. Donc, ça, c'est côté français, côté québécois. Bah, comme je le dis, c'est comme une famille. On se sent en famille ici, on est accompagné, on est entouré. Il y a tout ce qu'il faut pour recevoir les fintechs et les recevoir. Et la station fintech, encore une fois, nous, on vient d'arriver à la station, donc on teste de loin pour le moment. Mais franchement, c'est un endroit qui est excellent pour arriver, pour s'installer, pour avoir un endroit pour se poser. C'est très, très important. Et je dirais juste, je finirai par une anecdote franco-québécoise parce que j'ai dit Mathieu, que je la dirais celle-là parce que ça me semble important. Si vous voulez comprendre la relation franco-québécoise, je vais la résumer dans une question que m'a posée mon fils de 11 ans il y a quelques temps de ça. Il me dit: Papa, pourquoi au Québec, on dit qu'il y a du suspense dans un film et de temps en temps, on fait une joke? Et ça résume bien tout ce qui fait la particularité du Québec et en même temps sa surprise. C'est une nation, pour moi, une province, mais une nation qui est entre le monde anglophone qui est immense face à elle, une puissance militaire, économique et culturelle mondiale, les États-Unis, et sa volonté quand même à elle, le Québec, de rester un peu elle-même, cette province, de protéger sa culture tout en conservant ses origines européennes et en cultivant quand même sa singularité. Ça, c'est fondamental. Et cette phrase-là résume bien. Et si vous venez avec cet état d'esprit ouvert, vous ferez des choses magnifiques ici au Québec et vous serez prêts, parce que c'est un tremplin, vous serez prêts pour les États-Unis. Et ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé ces réflexions avec nous, puis ces expériences, en fait. Puis je pense vraiment, on voit qu'il y a des challenges, mais je pense que ça donne aussi envie de s'aventurer dans l'exportation. Donc, merci beaucoup. Je vais prendre les 4 dernières minutes pour vous parler un petit peu plus en détail du PNQF. Phil et Cédric, je vous invite à fermer vos caméras. Donc, je rappelle à tout le monde qu'on a une séance d'information détaillée vendredi à midi sur le programme numérique Québec-France, mais laissez-moi quand même vous présenter un petit peu plus de détails dès maintenant. Pied long. Donc, voilà. Donc, le PNQF, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Finance Montréal a été retenu par le gouvernement du Québec pour organiser le programme numérique Québec-France en lien avec la FinTech. Il y a d'autres accélérateurs, incubateurs au Québec qui ont aussi été retenus par le gouvernement pour organiser le parcours numérique Québec-France pour d'autres secteurs. Donc, comme je le disais au départ, les cohortes cette année vont être 100% virtuelles. Par contre, dès que les voyages seront réautorisés, le PNQF se tiendra en présentiel, c'est-à-dire qu'on accueillera des entrepreneurs français à la station FinTech et qu'on enverra des entrepreneurs québécois en France dans un parcours, une programmation pour développer le marché à travers nos différents partenariats. Donc, pour cette première cohorte, pour le printemps 2021, le formulaire d'application est en ligne en ce moment. Vous avez jusqu'au 26 février à 17 h pour appliquer. Le programme, ça va être 8 semaines d'accompagnement avec un atelier de 3 heures par semaine. 3 entrepreneurs français qui veulent s'exporter vers le Québec, 3 entrepreneurs québécois qui veulent s'exporter vers la France. Puis, à travers ce programme-là, il va y avoir des rencontres avec les joueurs importants de la scène locale. Donc,
On va avoir des activités de réseautage, mais aussi des ateliers informatifs sur, par exemple, les enjeux de réglementation, de culture, d'immigration, d'embauche de personnel sur le marché étranger. Donc, ce sont tous des sujets qu'on va explorer au courant des 8 semaines avec les entrepreneurs qui feront partie de cette première cohorte. Première cohorte qui, je le rappelle, est en lien avec la FinTech durable. Alors, des entreprises qui développent des technologies en lien avec l'ESG. Puis, le programme va se conclure avec un démo day au mois de mai. Donc, le programme, le PNQS, c'est vraiment pour valider l'adéquation du produit de votre entreprise sur le marché étranger. Donc, pour les Français, ce sera de valider le marché québécois. Pour les Québécois, le marché français. Il y aura des troncs communs où les Québécois et les Français se retrouveront dans les mêmes ateliers. Il y aura aussi des ateliers distincts pour les entreprises françaises et pour les entreprises québécoises, chacun leur côté. Donc, un des buts principaux de ce programme-là est vraiment de vous mettre en relation avec tous les contacts pertinents pour réaliser votre exportation. Et ça sera fait aussi en partenariat avec certaines organisations que vous voyez à l'écran. Par exemple, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, avec qui on avait l'habitude d'organiser l'émission commerciale à Paris, seront notre partenaire pour vraiment accompagner les entrepreneurs de la cohorte dans la réalisation d'un plan concret d'exportation. Donc, vraiment que les entreprises puissent sortir de là avec un plan d'action pour leur exportation. Il y a beaucoup de partenaires qui vont s'ajouter au fil du programme. Puis, je vous invite à venir en découvrir un petit peu plus vendredi à midi. Donc, pardonnez-moi. Alors, sur ça, il est 11 h. Alors, merci d'avoir été avec nous ce matin. Puis, on se revoit au mois de mars pour la prochaine rencontre off du Forum FinTech. Bonne journée tout le monde.